Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le massacre de Srebrenica. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie obtient son indépendance par rapport à l'URSS grâce au mouvement de résistance mené par Tito. La Yougoslavie, c'est un pays qui va rassembler des gens de plusieurs nationalités qui sont tous unis autour de Tito. Mais en 1980, la mort de Tito va marquer la fin de l'unité et le début, l'émergence des volontés d'indépendance. Le pays va donc être divisé en 6 républiques, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro, la Croatie, la Serbie et la Slovénie. Parmi tous ces pays, il y en a une puissance qui sort du lot, c'est la Serbie. Et la Serbie, elle a une volonté, c'est de rattacher tous les autres pays de l'ex-Yougoslavie à elle. Comme la Yougoslavie a été divisée en 6 républiques, des personnes de nationalités différentes résidaient au sein d'un même pays. C'est pour ça qu'on peut parler de Serbes de Bosnie. Et ces Serbes de Bosnie, ils partageaient la même volonté que la Serbie, c'est-à-dire de créer une grande Serbie. C'est pour ça qu'après la dissolution de la Yougoslavie, ils ont pris le contrôle d'une grande partie de la Bosnie orientale et qu'entre 1992 et 1995, ils ont lancé une campagne de nettoyage ethnique contre les Bosniaques de la région, car ils ont estimé que les hommes bosniaques en âge de tenir une arme, c'est-à-dire entre 15 et 50 ans, représentaient une menace. De plus, à partir de 1992, la ville de Srebrenica en Bosnie ainsi que 45 000 personnes ont été assiégées. Donc, à partir de 1993, la ville de Srebrenica est placée sous la protection de l'ONU et en 1995, ce sont les casques bleus néerlandais qui prennent le relais. Enfin, en juillet 1995, les Serbes sont entrés à Srebrenica et ont tué 8000 hommes qui avaient entre 15 et 50 ans, qui étaient donc en âge de tenir une arme et qui représentaient une menace. Les Serbes sont entrés sans beaucoup de difficultés, car les casques bleus néerlandais étaient peu nombreux et peu armés. Ils ne faisaient donc pas le poids face aux Serbes venus en très grand nombre. De plus, les casques bleus attendaient une frappe aérienne de l'OTAN qui n'arrivera jamais. Les casques bleus n'étaient pas au courant de l'annulation de ces frappes et n'ont donc pas pris la peine d'évacuer l'enclave de Srebrenica. Ensuite, il va falloir juger le génocide et condamner les responsables. C'est pour cela que va s'ouvrir le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui va juger toutes les violations du droit humanitaire international en ex-Yougoslavie à partir du 1er janvier 1991. Il y aura notamment la condamnation de Radovan Karadzic, l'ancien président de la République des Serbes de Bosnie, pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité, à la détention à perpétuité. Mais ce tribunal reste paradoxal parce que c'est l'ONU qui va juger les responsables d'un massacre via le tribunal pénal international qu'il n'a pas su empêcher via les casques bleus. Ensuite vient le moment de la reconnaissance du génocide. Pour les Serbes, c'est clair que non, ce n'est pas un génocide, car il n'y a que, entre guillemets, 8000 personnes qui ont été tuées, et ce ne sont que ceux qui représentaient une menace. Pour le tribunal pénal international, l'utilisation du terme génocide est plus une décision politique qu'autre chose. Aujourd'hui, ça reste encore un sujet de controverse. Enfin, en 2007, la Cour internationale de justice reconnaît le massacre de Srebrenica comme un génocide. De plus, cette même année, des survivants et des parents de victimes de Srebrenica vont déposer plainte contre les Pays-Bas et les Nations Unies pour échec à prévenir un génocide et non-déclaration de crimes de guerre. Le 27 juin 2017, la Cour d'appel de La Haye reconnaît l'État néerlandais partiellement responsable du meurtre de 350 hommes et garçons, mais les Nations Unies n'auront jamais de condamnation.